Salut à tous. L'Iran demande une pause. Mais les B-52 américains restent prêts à frapper. Pendant plusieurs heures, tout semblait indiquer qu'une nouvelle campagne de frappe américaine contre l'Iran pouvait commencer à tout moment. Les cibles auraient déjà été étudiées, les infrastructures énergétiques, les ponts stratégiques, les centres de commandement, les installations liées aux missiles balistiques et les sites utilisés par les drones iraniens auraient figuré parmi les objectifs possibles. Les appareils nécessaires à une opération de grande ampleur étaient également disponibles. Des chasseurs F-15, des F-35, des F-22, des avions d'attaque au sol et surtout des bombardiers stratégiques B-52 pouvaient être mobilisés pour participer à cette offensive. Puis, presque au dernier moment, le scénario aurait changé. Selon les informations présentées dans cette vidéo, l'Iran, soutenu par plusieurs pays du Moyen-Orient, aurait demandé aux États-Unis de suspendre leurs attaques. Washington aurait accepté de retarder temporairement l'opération, tout en maintenant ses forces en état d'alerte. Mais cette pause ne signifie pas nécessairement que la crise est terminée. Elle pourrait être le début d'une véritable négociation, elle pourrait aussi être une manœuvre destinée à gagner du temps. Et surtout, elle ne fait pas disparaître la menace qui pèse sur les infrastructures militaires et économiques iraniennes. Car le détail le plus important n'est pas de savoir où se trouvent actuellement les bombardiers américains. Le véritable problème pour Téhéran est que ces appareils n'ont pas besoin d'être stationnés à proximité de l'Iran pour représenter une menace crédible. Un B-52 peut décoller du territoire américain, voler pendant des dizaines d'heures, être ravitaillé en vol, lancer des missiles à très longue distance et revenir vers sa base sans dépendre durablement d'un aérodrome situé au Moyen-Orient ou en Europe. C'est cette capacité qui modifie profondément le rapport de force. Pour comprendre ce qui aurait poussé Téhéran à demander une suspension des frappes, il faut d'abord examiner les conditions que Washington aurait placées au centre des discussions. Selon le récit présenté, le président Donald Trump aurait déclaré que les forces américaines restaient prêtes à agir contre la République islamique à un niveau de puissance extrêmement élevé. Dans le même message, il aurait indiqué que l'Iran et plusieurs gouvernements régionaux avaient demandé aux États-Unis de ne pas lancer immédiatement les attaques prévues. Cette suspension aurait toutefois été soumise à plusieurs conditions. La première aurait été l'ouverture immédiate, complète et durable du détroit d'Ormuz. La deuxième aurait concerné la fin de la menace nucléaire iranienne. La troisième aurait été la conclusion rapide d'un accord suffisamment solide pour convaincre Washington que l'Iran ne profitait pas simplement de la pause afin de reconstituer ses forces. Autrement dit, il ne s'agirait pas d'un retrait américain. Les avions, les bombardiers, les ravitailleurs et les missiles resteraient disponibles. Seul l'ordre d'attaque serait temporairement suspendu. Cette distinction est essentielle. Dans une négociation de crise, celui qui conserve la capacité de frapper immédiatement peut continuer à exercer une pression considérable, même lorsqu'aucune bombe ne tombe. La menace militaire devient alors un outil diplomatique. Washington pourrait dire à Téhéran, les frappes ne commencent pas aujourd'hui, mais elles peuvent être ordonnées demain si les conditions ne sont pas respectées. De son côté, l'Iran pourrait tenter de présenter cette suspension comme une victoire politique en affirmant que les États-Unis ont reculé face à ces menaces. Pourtant, une demande de pause ne signifie pas automatiquement une capitulation. Elle peut correspondre à plusieurs stratégies. L'Iran peut chercher à protéger ses infrastructures critiques. Il peut vouloir empêcher la destruction de ses raffineries, de ses centrales électriques, de ses ports ou de ses installations militaires. Il peut également chercher à gagner du temps pour déplacer des missiles, disperser ses unités, réorganiser ses chaînes de commandement ou obtenir l'intervention diplomatique de pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie ou le Pakistan. Enfin, Téhéran peut espérer réduire la pression économique provoquée par le blocage des échanges maritimes et par les restrictions pesant sur ses ports. Il serait donc trop simple de résumer la situation en disant que l'Iran aurait eu peur d'un seul avion. La pression exercée sur Téhéran semble plutôt provenir d'une combinaison de facteurs militaires, économiques, diplomatiques et énergétiques. Le B-52 occupe néanmoins une place centrale dans cette combinaison.
Cet appareil a effectué son premier vol au début des années 1950. Il a été conçu à une époque où les États-Unis se préparaient à une confrontation stratégique avec l'Union soviétique. Sa mission d'origine consistait à transporter des armes nucléaires depuis le territoire américain vers des cibles extrêmement éloignées, puis à revenir après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Plus de 70 ans plus tard, le B-52 reste en service. Cette longévité peut sembler surprenante, surtout à une époque où les armées modernes utilisent des avions furtifs, des drones autonomes et des missiles hypersoniques. Pourtant, le B-52 possède plusieurs qualités qui restent difficiles à remplacer. La première est sa capacité d'emport. Selon sa configuration, il peut transporter environ 70 000 livres de munitions, soit plus de 30 tonnes. Cette charge peut comprendre différents types d'armes, des bombes guidées, des mines navales, des missiles de croisière et des missiles air-sol capables d'être lancés à grande distance. La deuxième qualité, son autonomie. Les chiffres cités dans le récit évoquent une distance proche de 9000 milles sans ravitaillement, même si l'autonomie réelle dépend toujours de la charge, de l'altitude, de la trajectoire et du profil de mission. Avec le soutien d'avions ravitailleurs, cette portée peut être considérablement prolongée. La troisième qualité est son endurance. Un B-52 peut participer à des missions dépassant largement 20 ou 30 heures. Pour les équipages, ces opérations représentent une épreuve physique et mentale considérable. Les pilotes et les autres membres de l'équipage doivent gérer la fatigue, les ravitaillements en vol, les changements de trajectoire, les nouvelles informations reçues pendant la mission et la coordination avec les chasseurs, les avions de renseignement et les appareils de guerre électroniques. Ils peuvent décoller avec une liste initiale de cibles, puis recevoir des modifications au cours du vol. Une position militaire peut avoir été déplacée, un site peut ne plus être prioritaire, une défense aérienne peut apparaître dans une nouvelle zone. Une cible peut être ajoutée ou supprimée en fonction des renseignements disponibles. Pendant toute cette période, l'appareil continue d'avancer vers la zone d'opération. Le B-52 n'est donc pas simplement une grande plateforme transportant des bombes. C'est un système capable de rester longtemps dans les airs, de recevoir de nouvelles instructions et de lancer différents types d'armes contre plusieurs objectifs. Parmi les munitions mentionnées figure le missile AGM, un 5.8 JASSM. Il s'agit d'un missile air-sol conçu pour être lancé à distance. Son principal intérêt est de permettre aux bombardiers d'attaquer sans devoir immédiatement survoler les défenses ennemies. Le B-52 peut s'approcher jusqu'à une zone de lancement déterminée, tirer ses missiles, puis modifier sa trajectoire avant que les appareils adverses ou les batteries de défense aérienne puissent l'atteindre. Les missiles poursuivent ensuite leur route vers les objectifs programmés. Dans une campagne contre l'Iran, ces armes pourraient être utilisées contre des centres de commandement, des installations radars, des dépôts de missiles, des sites de lancement de drones, des navires militaires ou certaines infrastructures logistiques. Si les défenses aériennes iraniennes étaient suffisamment affaiblies, le B-52 pourrait également entrer plus profondément dans l'espace aérien et utiliser d'autres munitions. Cependant, il est important de ne pas présenter cet appareil comme une arme parfaite. Le B-52 n'est pas furtif. Sa taille, sa signature radar et sa vitesse en font une cible vulnérable dans un environnement où les défenses aériennes modernes restent pleinement opérationnelles. Il dépend donc généralement d'un ensemble plus large de moyens, brouillage électronique, destruction préalable des radars, mission de suppression des défenses aériennes, chasseurs d'escorte et renseignements en temps réel. Le bombardier possède également certaines limites concernant les armes les plus lourdes. Le transcript reconnaît notamment qu'il n'est pas la plateforme opérationnelle principale pour la bombe pénétrante GBU 5-7, une munition d'environ 30 000 livres destinée à attaquer des installations profondément enterrées. Ce rôle appartient surtout au bombardier furtif B-2. Le B-52 reste néanmoins extrêmement utile pour les missions conventionnelles. Sa puissance ne provient pas seulement du nombre de bombes qu'il transporte, mais de la combinaison entre son autonomie, son endurance et la diversité de ses armes. C'est précisément cette combinaison qui crée un problème majeur pour l'Iran.
Les autorités iraniennes peuvent menacer une base située dans le Golfe. Elles peuvent avertir un pays voisin qu'il deviendra une cible s'il accueille des avions américains. Elles peuvent faire pression sur un gouvernement européen pour qu'il limite l'utilisation d'un aérodrome. Mais même si les B-52 quittent une base avancée, la capacité militaire qu'ils représentent ne disparaît pas. Le transcript évoque notamment le passage de plusieurs bombardiers par la base de RAF Fairford au Royaume-Uni. Leur présence en Europe permettrait naturellement de réduire la distance nécessaire pour atteindre le Moyen-Orient. Mais leur départ de cette base ne signifierait pas que les États-Unis renoncent à les utiliser. Des appareils basés à Minot, dans le Dakota du Nord, ou à Barksdale, en Louisiane, peuvent théoriquement décoller depuis le territoire américain et effectuer des missions vers le Moyen-Orient. Ils pourraient être ravitaillés à plusieurs reprises, recevoir de nouvelles informations pendant leur progression et coordonner leur arrivée avec d'autres éléments du dispositif aérien. Cette capacité réduit la dépendance américaine envers les gouvernements étrangers. Lorsqu'une opération doit partir d'une base située dans un autre pays, Washington peut avoir besoin d'une autorisation politique ou au moins d'une coopération logistique. Cette situation peut provoquer des débats internes chez l'allié concerné. Le gouvernement peut craindre des représailles. Une partie de la population peut s'opposer à la guerre. Les autorités locales peuvent imposer des restrictions sur le type de mission ou sur les armes transportées. Une mission lancée directement depuis les États-Unis limite une partie de ces difficultés. Elle coûte plus cher, elle est plus complexe, elle exige davantage de ravitaillement et impose un effort considérable aux équipages. Mais elle garantit que la capacité de frappe reste disponible même lorsque les bases régionales deviennent politiquement sensibles ou militairement menacées. On peut donc faire partir un B-52 d'une base avancée. On ne fait pas disparaître pour autant la menace stratégique qu'il représente. Face à cette supériorité aérienne, l'Iran ne cherche probablement pas à répondre avion contre avion. Son principal levier se trouve ailleurs. Il repose sur le détroit d'Ormuz, sur les ports, sur les missiles balistiques, sur les drones et sur la possibilité d'étendre le conflit à l'ensemble de la région. Le détroit d'Ormuz constitue l'une des routes maritimes les plus importantes du monde pour le transport des hydrocarbures. Une perturbation durable du trafic pourrait provoquer une hausse importante du prix du pétrole, augmenter le coût du transport maritime et affecter l'économie de nombreux pays. L'Iran sait que les conséquences d'une fermeture ou d'une restriction du passage ne seraient pas limitées au Moyen-Orient. Les consommateurs américains et européens pourraient également en ressentir les effets à travers le prix de l'essence, le coût de l'électricité, l'inflation et le ralentissement de certaines activités industrielles. Cette capacité donne à Téhéran un moyen de pression considérable. Selon les déclarations rapportées dans la vidéo, les responsables iraniens auraient averti que si les États-Unis maintenaient le blocage et poursuivaient leurs opérations, l'Iran pourrait perturber d'autres voies maritimes et faire payer le prix de la guerre à l'économie mondiale. Cette stratégie vise plusieurs publics. Elle cherche d'abord à influencer l'opinion américaine. Si le conflit provoque une hausse brutale du prix de l'énergie, le soutien de la population à une campagne militaire pourrait diminuer. Elle cherche ensuite à inquiéter les gouvernements européens et asiatiques dépendants des importations de pétrole. Ces pays pourraient alors faire pression sur Washington afin d'éviter une escalade. Enfin, elle cherche à convaincre les monarchies du Golfe qu'une confrontation ouverte entre l'Iran et les États-Unis menacerait directement leurs propres ports, leurs raffineries et leurs infrastructures. Mais le détroit d'Ormuz est une arme à double tranchant. En limitant le trafic, l'Iran peut nuire à ses adversaires, mais il peut également réduire ses propres revenus. Une perturbation prolongée des ports et des exportations iraniennes affaiblirait davantage une économie déjà soumise à de fortes pressions. Les partenaires commerciaux de Téhéran pourraient eux aussi perdre patience si leurs navires, leurs cargaisons ou leurs investissements étaient menacés. Plus l'Iran utilise le détroit comme instrument de pression, plus il risque de pousser d'autres pays à soutenir une opération visant à rétablir la circulation maritime. L'Iran peut donc fermer un passage stratégique, mais cette fermeture lui impose également un coût. Dans une certaine mesure, Téhéran se place lui-même sous pression. Le transcript mentionne également des menaces adressées aux pays voisins accueillant des forces américaines. La logique iranienne est relativement claire.
Si les États-Unis peuvent utiliser des bases situées dans le Golfe pour lancer des avions, stocker des munitions ou coordonner leurs opérations, alors ces bases deviennent des éléments du dispositif militaire américain. Téhéran cherche donc à convaincre les gouvernements concernés que leur coopération avec Washington pourrait entraîner des représailles. Ces représailles ne prendraient pas nécessairement la forme d'une attaque aérienne classique. Elles pourraient passer par des missiles balistiques, des drones, des groupes armés alliés, des opérations clandestines ou des attaques contre des infrastructures énergétiques. La vidéo rapporte aussi plusieurs incidents impliquant l'espace aérien du Koweït et des drones attribués à l'Iran. Selon ce récit, les défenses koweïtiennes auraient engagé ces appareils et des débris auraient provoqué des dommages matériels sans faire de victimes. En l'absence de documents supplémentaires dans la source, ces éléments doivent être considérés comme des informations rapportées par la vidéo et non comme des faits définitivement établis. Ils illustrent néanmoins un risque réel dans ce type de crise. Un drone peut dévier de sa trajectoire, un missile peut être mal identifié, des débris peuvent toucher une zone civile, une défense aérienne peut interpréter une intrusion comme le début d'une attaque plus vaste. Un incident limité peut alors provoquer une réaction en chaîne. L'un des principaux dangers est qu'un pays voisin soit entraîné dans le conflit sans l'avoir réellement choisi. L'Iran n'a donc pas besoin d'égaler la puissance aérienne américaine pour exercer une pression. Il lui suffit de rendre le conflit plus coûteux, plus imprévisible et plus difficile à contenir. Des drones relativement peu coûteux peuvent forcer les défenses adverses à utiliser des missiles beaucoup plus chers. Des missiles mobiles peuvent obliger les États-Unis à maintenir en permanence des avions de surveillance. Des groupes alliés peuvent lancer des attaques depuis plusieurs territoires, compliquant l'attribution et la réponse militaire. Des menaces contre le trafic maritime peuvent faire monter les prix avant même qu'un navire soit réellement touché. La vraie question n'est donc pas de savoir si l'Iran peut vaincre les États-Unis dans une confrontation aérienne classique. Il ne le peut probablement pas. La vraie question est de savoir si il peut rendre chaque frappe américaine suffisamment coûteuse pour pousser Washington à limiter ses objectifs ou à accepter une négociation. C'est ici que la demande de pause devient particulièrement intéressante. Elle peut être interprétée de plusieurs manières. La première hypothèse est celle d'une véritable ouverture diplomatique. Les dirigeants iraniens pourraient avoir conclu que les prochaines frappes risquaient de provoquer des dommages impossibles à compenser rapidement. Si les défenses aériennes sont réellement affaiblies, si les infrastructures énergétiques deviennent vulnérables et si les ports ne peuvent plus fonctionner normalement, alors poursuivre l'escalade pourrait menacer directement la stabilité du régime. Dans ce cas, une négociation ne serait pas nécessairement un signe de faiblesse absolue. Elle serait une décision visant à préserver ce qui peut encore l'être. Une pause pourrait permettre d'organiser la réouverture du détroit, de créer un mécanisme de désescalade et de reprendre des discussions sur le programme nucléaire. Des pays intermédiaires pourraient offrir des garanties aux deux camps. L'Iran pourrait accepter certaines restrictions en échange d'une réduction progressive de la pression militaire et économique. Les États-Unis pourraient suspendre leurs frappes tout en conservant la possibilité d'agir si les engagements n'étaient pas respectés. La deuxième hypothèse est celle d'une pause tactique. Dans cette interprétation, Téhéran ne chercherait pas à mettre fin au conflit, mais simplement à reconstituer certaines de ses capacités. Une interruption de quelques jours peut être extrêmement utile sur le plan militaire. Elle permet de déplacer des missiles, elle permet de réparer des communications, elle permet de disperser les responsables importants, elle permet de transférer des drones vers de nouveaux sites et de réorganiser les relations avec les groupes alliés dans la région. Le transcript affirme que, lors de précédentes périodes de suspension, des responsables iraniens auraient maintenu des contacts avec le Hezbollah, les Houthis et plusieurs milices irakiennes afin de coordonner leurs actions. Cette interprétation mérite d'être examinée, mais la source ne fournit pas à elle seule suffisamment d'éléments pour prouver que cette stratégie est effectivement en cours aujourd'hui. Dans toute guerre, les pauses peuvent servir simultanément à négocier et à se préparer. Les deux objectifs ne sont pas forcément incompatibles. Un gouvernement peut chercher un accord tout en renforçant sa position au cas où les négociations échoueraient. La troisième hypothèse concerne la médiation des puissances régionales.
l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Pakistan et les autres pays du Moyen-Orient ont de nombreuses raisons d'éviter une guerre prolongée. Ils peuvent être politiquement proches de Washington, tout en refusant que leurs infrastructures deviennent des cibles iraniennes. Ils peuvent souhaiter contenir le programme nucléaire de Téhéran, tout en craignant l'effondrement complet de l'État iranien. Ils peuvent également dépendre de la stabilité des marchés énergétiques et des routes maritimes. Leur intérêt n'est donc pas nécessairement de voir un camp obtenir une victoire totale. Leur priorité peut être d'empêcher que la confrontation dépasse un niveau contrôlable. Cela expliquerait pourquoi plusieurs gouvernements auraient cherché à convaincre Washington de suspendre son opération. Un autre élément important est le calendrier économique. Selon le transcript, les discussions sur les frappes et sur leur éventuelle suspension auraient été organisées avant l'ouverture des marchés financiers. Ce détail montre que la guerre ne suit pas seulement un calendrier militaire. Elle suit également un calendrier énergétique et financier. Une attaque contre des raffineries iraniennes, des centrales électriques, des ports ou des infrastructures situées autour du détroit d'Ormuz pourrait provoquer une réaction immédiate sur le prix du pétrole. Les marchés pourraient anticiper une baisse de l'offre, une hausse des coûts de transport et un risque d'élargissement du conflit. En quelques heures, les conséquences économiques pourraient se propager bien au-delà de la région. Les responsables américains doivent donc calculer non seulement l'efficacité militaire d'une frappe, mais aussi son impact sur l'inflation, sur les consommateurs et sur la stabilité des alliés. L'Iran le sait. En menaçant l'économie mondiale, Téhéran tente de transformer sa vulnérabilité militaire en levier politique. Cependant, il serait dangereux de conclure que Washington contrôle désormais complètement la situation. Même si l'Iran a subi de lourdes pertes, il n'est pas nécessairement désarmé. Une défense aérienne dégradée ne signifie pas que toutes les batteries ont été détruites. Une marine affaiblie ne signifie pas que toutes les embarcations rapides, les mines et les missiles côtiers ont disparu. La destruction de plusieurs dépôts ne garantit pas que l'ensemble des missiles mobiles ait été localisé. L'Iran possède un territoire vaste, montagneux et complexe. Il peut disperser des unités, dissimuler des équipements et exploiter des installations souterraines. Il dispose également d'un réseau d'alliés et de partenaires qui peut poursuivre certaines opérations même lorsque les forces régulières iraniennes sont sous pression. Les États-Unis peuvent posséder la capacité de frapper presque n'importe quelle cible identifiée. Cela ne signifie pas qu'ils peuvent contrôler toutes les conséquences de leur frappe. Une campagne aérienne peut détruire une installation nucléaire, interrompre une chaîne logistique ou éliminer un centre de commandement. Elle ne garantit pas automatiquement la fin d'un programme nucléaire. Les connaissances scientifiques peuvent survivre. Des équipements peuvent être reconstruits. Des activités peuvent être transférées vers de nouveaux sites. De la même manière, détruire des infrastructures militaires ne garantit pas un changement de régime ni l'apparition d'un gouvernement plus favorable aux intérêts américains. Une campagne prolongée entraînerait également des risques importants pour Washington. Les bases américaines dans la région pourraient être attaquées. Des militaires pourraient être tués ou blessés. Le prix du pétrole pourrait augmenter fortement. Des groupes armés pourraient ouvrir de nouveaux fronts. Les alliés européens et arabes pourraient se diviser sur la stratégie à suivre. Enfin, les États-Unis pourraient se retrouver engagés dans une opération sans objectif final clairement défini. La supériorité aérienne donne à Washington la capacité de frapper presque partout. Elle ne lui donne pas nécessairement la capacité de contrôler tout ce qui se produit après la frappe. C'est pour cette raison que la pause actuelle, si elle est confirmée, peut représenter soit le début d'une négociation sérieuse, soit le silence précédant une nouvelle vague d'attaques. Tout dépendra des décisions prises dans les prochains jours. Le détroit d'Ormuz sera-t-il réellement rouvert ? L'Iran acceptera-t-il des limitations vérifiables concernant son programme nucléaire ? Les États-Unis considéreront-ils les engagements de Téhéran comme crédibles ? Les groupes alliés de l'Iran réduiront-ils leurs opérations ? Et surtout, les deux camps seront-ils capables d'éviter l'incident qui rendrait toute désescalade impossible ? La demande iranienne de suspension ne serait donc probablement pas provoquée par la peur d'un seul bombardier. Elle résulterait de l'accumulation de plusieurs pressions, la menace de frappe contre les infrastructures énergétiques,
la vulnérabilité des centres militaires, la diminution des revenus portuaires, le risque de voir les marchés réagir violemment, la pression des pays voisins. Et la possibilité que les bombardiers américains puissent continuer leur mission même sans base avancée. Le B-52 est important parce qu'il rend cette menace durable. Il peut décoller depuis le territoire américain, être ravitaillé en vol, recevoir de nouvelles instructions et lancer des missiles à distance. Sa présence n'a pas besoin d'être visible près de l'Iran pour peser sur les décisions de Téhéran. La pause ne signifie donc pas la paix. Elle signifie seulement qu'à cet instant précis, les acteurs concernés estiment que la négociation peut être plus utile que l'attaque immédiate. Mais cette situation peut changer rapidement. Si le détroit reste bloqué, si les négociations échouent, si un drone frappe une cible sensible ou si Washington estime que l'Iran utilise la pause pour préparer une nouvelle offensive, l'ordre d'attaque pourrait revenir sur la table. Le B-52 n'est pas important uniquement parce qu'il peut transporter des dizaines de tonnes de munitions. Il est important parce qu'il permet aux États-Unis de maintenir une menace militaire crédible sans dépendre d'une présence permanente aux portes de l'Iran. Et tant que cette capacité restera disponible, chaque négociation se déroulera avec l'ombre de ces bombardiers au-dessus de la table. Selon vous, cette suspension peut-elle réellement ouvrir une voie diplomatique ? Ou l'Iran cherche-t-il simplement à gagner du temps avant la prochaine phase du conflit? Donnez-moi votre analyse dans les commentaires. Et pour suivre nos prochaines analyses sur l'Iran, le détroit d'Ormuz et l'évolution des capacités militaires américaines, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.